Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger dans une histoire absolument incroyable. Une histoire d'amour, de trahison, de secrets et de douleur. L'histoire de France Gall et Michel Berger. Vous connaissez ce couple mythique de la chanson française, n'est-ce pas? Eh bien, ce que France Gall a révélé dans ses derniers mois de vie va vous choquer. Prenez un café, installez-vous confortablement, parce que cette histoire est vraiment dingue. On va parler de double vie, de lettres cachées, de projets secrets et d'un médicament qui aurait pu tout changer. Vous êtes prêts? Alors c'est parti. Pour comprendre cette histoire, il faut vraiment remonter aux années 70. À cette époque, France Gall n'était pas juste une chanteuse populaire. C'était déjà une icône de la pop française. Née en 1947, fille de Robert Gall, qui écrivait pour Édith Piaf et Charles Aznavour, elle avait commencé à enregistrer de la musique à 15 ans seulement. Sa grande victoire à l'Eurovision, en 1965, avec Poupée de cire, Poupée de son, écrite par Serge Gainsbourg, l'avait propulsée au rang de star internationale. Mais à la fin des années 60, sa carrière s'essoufflait. Elle était de plus en plus désillusionnée par l'image qu'on avait construite pour elle, surtout à cause de Gainsbourg qui écrivait des chansons avec des sous-entendus sexuels qu'elle ne comprenait pas vraiment à l'époque. Le meilleur exemple, c'est « Les sucettes », une chanson qui l'a profondément humiliée quand elle en a découvert la vraie signification. Et puis, il y avait sa relation avec Claude François. Vous savez, le grand Claude François, l'immense star de la pop française. Ils avaient vécu une romance très médiatisée mais complètement tumultueuse. Leur rupture avait eu lieu juste avant sa victoire à l'Eurovision. Et François était furieux qu'elle réussisse sans lui. Ce poids émotionnel la poursuivait depuis des années. En 1973, tout change. France Gall rencontre Michel Berger. À l'époque, il était compositeur, producteur et auteur-compositeur en pleine ascension. Il avait déjà écrit des succès pour Françoise Hardy et Véronique Sanson. Il était même directeur musical chez Warner Music France. Leur rencontre, organisée par un ami commun, avait un but strictement professionnel au départ. Gall cherchait à relancer sa carrière et voulait changer son identité artistique. Mais cette rencontre professionnelle s'est rapidement transformée en collaboration créative intense. Berger écrit La déclaration d'amour pour Gall en 1974, un titre qui devient un succès radio et marque une rupture nette avec son image yéyé du passé. C'était un vrai tournant dans sa carrière. Leur synergie artistique se poursuit avec des chansons comme Si Maman Si, il jouait du piano debout, Résiste et évidemment tant d'autres titres. Ces chansons révélaient des paroles plus matures, plus émotionnelles, plus engagées que tout ce qu'elle avait fait avant. L'écriture de Berger correspondait parfaitement au désir de Gall de se détacher de cette image infantilisée des années 60. Elle voulait une musique plus introspective, politiquement consciente et stylistiquement ambitieuse. Leur partenariat devient également amoureux. En 1966, ils se marient lors d'une cérémonie privée à Paris. La même année, ils sortent leur premier album en tant que couple marié. Les années suivantes les consacrent comme l'un des duos les plus acclamés commercialement et artistiquement de toute la musique française. Leur mariage donne naissance à 2 enfants, Pauline et Raphaël. Pauline reçoit plus tard un diagnostic de mucoviscidose, une maladie terrible. Cette épreuve marque profondément la vie personnelle et artistique du couple. Les années 80 sont leur décennie la plus faste commercialement. Berger et Gall enchaînent les succès dont Ella, un hommage à la légende du jazz Ella Fitzgerald. Cette chanson devient un succès international massif. Elle se classe en tête des charts dans plusieurs pays européens et consolide la réputation de Gall comme bien plus qu'une ancienne idole yéyé. L'album Babacar, inspiré de la rencontre de Gall avec un enfant sénégalais prénommé Babacar, affirme encore davantage son engagement envers des thèmes humanitaires et féministes. La France entière adorait ce couple.
Il représentait l'amour parfait, la créativité, l'harmonie totale. À la fin des années 80 et au début des années 90, leur partenariat artistique était devenu complètement indissociable de leur identité de couple. Berger avait également acquis une immense reconnaissance grâce à son opéra rock Starmania, auquel Gall participait régulièrement. Ensemble, ils travaillent sur l'album Double Jeu en 1992, leur ultime projet commun destiné à être adapté en tournée. Le public français les voyait comme le couple idéal, mais derrière cette réussite éclatante, des tensions commençaient à s'accumuler. Pression professionnelle intense, fatigue personnelle profonde et inquiétude liée à la santé de leur fille Pauline. Tous ces facteurs culmineraient dans une tragédie la même année. Le 2 août 1992, tout bascule. La mort de Michel Berger ce jour-là fut officiellement attribuée à un arrêt cardiaque brutal. Mais les circonstances qui y menèrent étaient bien plus complexes que ce que le public a compris à l'époque. Plus tôt dans l'après-midi, alors qu'ils jouaient au tennis sous une chaleur estivale écrasante dans leur villa de Ramatuelle, Berger avait ressenti une première douleur thoracique. Des témoins l'ont décrite plus tard comme anormalement intense. Ceux qui étaient présents se souviennent qu'il était devenu pâle, essoufflé et visiblement en détresse avant d'interrompre le match. Bien que la gêne se soit progressivement atténuée, les symptômes correspondaient exactement à ceux d'un début d'infarctus. Malgré cela, il rassure tout le monde, y compris France Gall, affirmant qu'il était simplement épuisé et avait besoin de se rafraîchir. Cette réaction correspondait parfaitement à son comportement des semaines précédant son décès. Des amis, des collaborateurs et des sources médicales ont confirmé plus tard que Berger souffrait depuis quelque temps d'une fatigue persistante, d'essoufflements répétés et d'épisodes ponctuels de douleurs thoraciques, surtout en période de stress. Et il travaillait récemment sur plusieurs projets extrêmement exigeants. De nouvelles adaptations de Starmania, la production de groupes américains à Los Angeles, ainsi que la préparation de la promotion de Double Jeu, l'album qu'il venait d'achever avec Gall. Ajouté aux tensions émotionnelles liées à la dégradation de l'état de santé de leur fille Pauline, cette charge de travail l'avait littéralement vidé. Plusieurs proches ont remarqué qu'il semblait physiquement affaibli avec des cheveux grisonnants, une posture voûtée et un air de pression constante. Mais voilà ce que Gall ignorait alors et qu'elle ne découvrirait qu'après sa mort. Berger avait passé des examens médicaux quelques mois plus tôt, révélant une vulnérabilité cardiaque précoce. Son père, le professeur Jean Hamburger, l'un des médecins les plus respectés de France, était au courant de la situation. Il avait insisté pour que son fils prenne les médicaments cardiaques prescrits et poursuive un suivi en cardiologie régulier. Mais Berger n'en avait rien dit à Gall. Il ne suivait pas non plus régulièrement le traitement recommandé par son père. Les médicaments destinés à stabiliser son état et à réduire le risque d'un événement cardiaque majeur furent retrouvés plus tard dans un tiroir de la villa de Ramatuelle, à peine entamé ou totalement intact. Cet élément, longtemps gardé privé, bouleversa profondément la perception que Gall avait de la tragédie. Dans le documentaire, évidemment diffusé en 2025, Jacques Attali, proche de la famille, déclara que Gall réagit non seulement avec une immense douleur, mais aussi avec une profonde colère en découvrant l'existence de ce traitement et la dissimulation de l'état de Berger. Selon Attali, elle était convaincue que si elle avait été informée, elle aurait pu l'obliger à suivre son traitement, surveiller ses symptômes de plus près ou intervenir plus tôt dans l'après-midi de sa mort. Sa frustration s'étendait également au père de Berger, qui, bien qu'averti des risques médicaux, ne l'avait jamais alerté de la gravité de la situation. Découvrir qu'un traitement potentiellement salvateur existait, qu'il était à portée de main mais inutilisé, amplifia sa douleur de manière inimaginable. Mais attendez, parce que ce n'était pas tout. Ce que France Gall découvrit ensuite fut encore plus déchirant. Dans les mois suivant le décès de Berger,
En fouillant dans ses affaires personnelles, elle tomba sur une correspondance qu'elle n'aurait jamais dû trouver. Des lettres échangées avec une femme nommée Beatrice Grimm, une Américaine, vivant à Los Angeles. Ces lettres révélaient que Berger entretenait une relation avec cette femme depuis plusieurs années. Pas juste une liaison passagère, une vraie relation parallèle, profonde, construite dans le temps. Selon le biographe Laurent Bigot dans son livre Michel Berger, L'homme qui chantait vrai, Berger avait rencontré Beatrice Grimm lors d'un voyage professionnel à Los Angeles au milieu des années 80. Elle travaillait dans l'industrie musicale. Leur relation s'était intensifiée au début des années 90 quand Berger passait de plus en plus de temps aux États-Unis pour des projets de production. Des témoignages d'agents immobiliers, de membres du personnel de Warner Music et même de connaissances familiales confirmèrent que Berger prenait des mesures concrètes vers un avenir parallèle avec Grimm. Durant cette période, Berger maintenait sa vie domestique avec Gall et leurs enfants tout en planifiant simultanément un futur séparé. Il explorait des opportunités immobilières en Californie et en Suisse. Il discutait de l'inscription des enfants dans des écoles internationales. Des consultants éducatifs à Los Angeles confirmèrent plus tard que Berger s'était renseigné précisément sur des programmes bilingues à Santa Monica. Des agents immobiliers reconnurent également que des recherches informelles avaient été menées pour des propriétés. Gall n'était au courant d'aucun de ces projets. Bigot rapporta que Berger confia à des proches qu'il ne se sentait plus engagé émotionnellement dans son mariage, même s'il continuait d'afficher une complicité artistique et des apparitions publiques avec Gall. Selon un témoignage, il se sentait émotionnellement étouffé. Des amis de Beatrice Grimm confirmèrent également que Berger évoquait la possibilité de fonder un nouveau foyer et de s'installer à l'étranger pour vivre plus ouvertement avec elle. Selon Bigot, Berger était même allé jusqu'à envisager la division du catalogue musical du couple. Un détail que Gall ne découvrit que plus tard en consultant la correspondance et les documents légaux retrouvés après sa mort. Malgré cette distance croissante, France Gall ne révéla jamais publiquement l'existence de cette relation. D'après ses proches, dont son amie de longue date Françoise Piot, elle était consciente du comportement de Berger et l'avait confronté à plusieurs reprises en 1991 et 1992. Cependant, elle choisit le silence pour protéger leurs enfants, en particulier Pauline, qui était malade, et pour préserver l'image soigneusement construite du couple, symbole national d'harmonie artistique et sentimentale. Comme le souligne Bigot, Gall estimait que dévoiler la vérité détruirait non seulement sa vie privée, mais aussi la perception publique d'un duo idéal. Ce silence persista jusqu'aux derniers mois de sa vie, lorsque Gall commença à reconnaître l'ampleur de ce qui lui avait été caché. Dans des interviews et conversations privées, elle confirma que Berger avait pris des mesures pour séparer leur vie sans qu'elle en soit informée. Comme elle le dit à Françoise Piot, « J'ai eu l'impression qu'il avait commencé à construire une nouvelle vie et qu'il avait oublié de me dire que je n'en faisais plus partie. » Dans ses ultimes prises de parole publiques, Gall évita toute accusation directe mais reconnut la distance émotionnelle qui avait marqué leur dernière année ensemble. Interrogée sur leur relation peu avant la mort de Berger, elle répondit simplement « Le plus difficile, c'est de voir que quelqu'un qu'on aime est déjà loin. » Ses proches confirmèrent plus tard qu'elle était hantée par les implications de ce qui avait été caché. Une collaboratrice de longue date rapporta ces mots. « Il ne voulait pas me blesser, je le crois, mais il ne m'a pas laissé la chance de me tenir à ses côtés dans ses derniers choix. » Un autre ami résuma ainsi anonymement. France disait toujours que le dernier geste de Michel était un geste d'amour, ne pas lui dire combien il souffrait. Mais une partie d'elle se demandait, était-ce de la culpabilité, de la peur ? Est-il mort en essayant de fuir la vie qu'ils avaient construite,
Dans les dernières années de sa vie, France Gall porta en elle des questions restées sans réponse au sujet des derniers mois de Michel Berger. Amis et collaborateurs confirmèrent qu'elle demeurait profondément marquée par les découvertes qu'elle fit après sa mort. Ses projets de séparation, sa relation secrète et la gravité de ses problèmes de santé qu'il n'avait jamais révélés. Ces sujets ne furent jamais abordés publiquement de son vivant, mais, selon ses proches, ils pesaient lourdement dans sa vie privée. Malgré ses doutes personnels, Gall continua de protéger l'héritage artistique de Berger. Elle participa au remastering de son œuvre, géra les droits d'exploitation et veilla à l'intégrité de leur catalogue commun. Professionnellement, elle resta dévouée à préserver l'image publique de leur partenariat. En privé cependant, elle lutta avec l'idée que nombre des décisions prises par Berger en 1991 et 1992, y compris ses projets d'expatriation et son refus de suivre le traitement médical prescrit, avaient été faites à son insu. Après la mort de Berger en août 1992, Gall tenta de poursuivre sur scène. Elle mena seule à bien la tournée double jeu ainsi que l'exploitation de l'album. Mais en 1993, elle fut diagnostiquée d'un cancer du sein. En 1997, sa fille Pauline mourut à 10 à 9 ans de la mucoviscidose. À la suite de ces drames, Gall se retira de la vie publique. Elle refusa la plupart des interviews et apparitions pendant plus d'une décennie. Dans un entretien accordé à Paris Match, elle déclara « Je ne voulais pas chanter pour un monde qui m'avait tout pris ». Son unique véritable retour eut lieu en 2015 avec la comédie musicale Résiste, un spectacle construit autour du répertoire de Berger. Lors de la promotion, Gall évoqua très brièvement leur relation. Elle reconnut une distance émotionnelle durant la dernière année de leur mariage, affirmant « Les gens pensent que notre histoire était parfaite, mais chaque note que nous chantions cachait un silence. » Dans les mois précédant sa mort, Gall devint plus franche dans ses conversations privées. Elle confirma que le père de Berger lui avait prescrit un traitement cardiaque resté inutilisé et jamais mentionné dans leur foyer. Selon des proches, cette découverte, l'idée que Berger aurait pu éviter le pire s'il avait suivi son traitement, la blessa profondément. Une assistante de longue date déclara dans le documentaire « Évidemment, c'est ça qui l'a brisé, pas l'affaire, pas les mensonges, mais de savoir qu'il aurait pu être sauvé et que personne ne lui a laissé la chance d'essayer. » France Gall est morte le 7 janvier 2010 à 8 des suites d'un cancer. Les hommages publics célébrèrent son apport à la pop française et son rôle dans l'histoire musicale du pays. Mais pour ceux qui la connaissaient vraiment, il était clair que ces dernières années furent marquées non seulement par le deuil, mais par des questions sans réponse. L'image du couple artistique uni perdura, mais la réalité était plus complexe et resta en grande partie tue. France Gall n'a jamais écrit de mémoire. Elle parla rarement de Michel Berger, mais, avant sa mort, elle révéla enfin la vérité. Il avait prévu de partir, entretenait une relation secrète et le médicament qui aurait pu le sauver se trouvait dans la maison depuis le début. Alors, qu'est-ce qu'on peut retirer de cette histoire bouleversante ? Premièrement, même les couples qui semblent parfaits peuvent cacher des fissures profondes. France Gall et Michel Berger représentaient l'idéal du couple artistique français. Leurs chansons parlaient d'amour et de complicité. Mais derrière cette façade, il y avait une distance émotionnelle croissante et des secrets douloureux. Deuxièmement, le silence peut être à la fois un acte d'amour et une source de souffrance. Michel Berger a choisi de cacher sa maladie cardiaque. Peut-être voulait-il protéger France Gall, mais ce silence l'a privé de la possibilité d'agir, de l'aider, peut-être même de le sauver. Troisièmement, France Gall elle-même a choisi le silence pendant 25 ans. Elle aurait pu révéler la double vie de Berger, mais elle a protégé l'image du couple pour leurs enfants et pour l'héritage artistique qu'ils avaient créé ensemble. Voilà toute l'histoire.
une histoire qui change la perception de ce couple mythique. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour d'autres histoires vraies. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Michel Berger fuyait-il vraiment la vie qu'ils avaient construite ensemble? France Gall l'a-t-elle pardonné? Ou a-t-elle simplement protégé le mythe pour leurs enfants et pour la musique? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et à très bientôt. Salut!